Merci beaucoup à ceux qui sont venus écouter cette conférence. Je vais vous parler aujourd'hui des liens entre la crise de biodiversité et la crise climatique. Et c'est un sujet qui est d'actualité parce que, comme vous savez, il y a deux grandes négociations internationales à la fin de cette année. La négociation qu'on appelle la COP 27, la conférence des parties numéro 27, qui aura lieu en Égypte, et ensuite la conférence des parties 15 sur la biodiversité, qui aura lieu à Montréal. Normalement, elle aurait dû avoir lieu en Chine, mais à cause des disruptions causées par la pandémie, elle aura finalement lieu à Montréal, qui est aussi la ville hôte du secrétariat des Nations Unies pour la Convention sur la biodiversité biologique. Donc, ça fait du sens. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est des liens entre la crise climatique, la hausse moyenne des températures mondiales et l'effondrement de la biodiversité. D'habitude, dans les négociations internationales, on traite les crises séparément. Comme je viens de le dire, il y a une conférence qui traite des changements climatiques et une conférence qui traite de l'effondrement de la biodiversité. Pourtant, ça n'a pas toujours été comme ça. Quand les grandes conférences sur le climat et la biodiversité ont commencé, c'était en 1992, dans la conférence de Rio. À ce moment-là, il y a deux grands protocoles de négociations internationales qui se sont mis en branle. Les négociations pour le climat, qui ont conclu quelques années plus tard au protocole de Kyoto, et les négociations sur la biodiversité, qui ont conduit au cadre global pour la protection de la biodiversité. Cela dit, toutes ces conférences-là n'ont pas donné grand-chose parce que la situation du climat a continué à se détériorer et la situation de la biodiversité aussi. Mais on a compris presque 30 ans plus tard, ou exactement 30 ans plus tard, que les deux crises sont absolument inextricables et qu'il est impossible de les traiter séparément. Cela dit, l'augmentation des températures globales due à la consommation d'énergie fossile et à la destruction des puits de carbone de la nature conduit à une accélération de la perte du vivant, et la perte du vivant conduit à une accélération des changements climatiques parce qu'avec moins d'espèces et moins des interactions possibles entre les vivants sur la surface de la Terre, il y a moins d'opportunités d'aller capter et stocker du carbone. Donc tout se détériore. C'est ce qu'on appelle un cercle vicieux. Normalement, quand on essaye d'établir les liens entre crise climatique et perte de biodiversité, une des premières images qui nous vient à l'esprit, c'est la fonte de la calotte et les sources polaires qui doivent noyer des distances de plus en plus longues, qui manquent de calories, qui manquent de graisse et qui finissent par mourir de faim. C'est une histoire vraie dans certains cas, pas toujours autour de l'Arctique, mais dans certains cas, c'est une histoire vraie, mais on s'accroche à cette image-là parce on parle des grands mammifères, des choses qu'on voit, des choses qu'on connaît. Quand on parle d'effondrement de la biodiversité à cause de changements climatiques, on peut parler aussi de choses infiniment petites et qui sont très importantes pour nous. Il faut savoir que la plupart des processus chimiques et biologiques qui soutiennent la vie se passent à une échelle extrêmement petite, au niveau des champignons, au niveau des bactéries, au niveau de tous les processus de dégradation de la substance organique qui se produit sous nos pieds, dans les sols. Donc, détruire la santé des sols, changer l'affectation des terres et causer des disruptions dans tous ces cycles-là de la vie silencieuse et invisible, il y a des conséquences aussi graves que tuer les sources polaires, ou bien plus graves, parce que ces structures-là sont les supports d'un système de complexité extrêmement riche et productive, et quand on enlève les fondations, tout s'effondre. Donc, il faut vraiment faire attention à la vie silencieuse et à tout ce qui se passe sous nos pieds. La capacité de destruction quand on fait un changement d'affectation des sols ou quand on introduit des produits chimiques dans les sols, a probablement un impact plus grand que l'effet d'éliminer certaines espèces de mammifères, parce que ces processus-là sont à la base de la chaîne alimentaire et de la vie elle-même. Ces graphiques-là, c'est pas grave de voir les chiffres, c'est pas important de voir les chiffres dans l'absolu. Ce qui est intéressant de voir, c'est la ligne commence en 1970. Moi, je suis né en 1972. Donc, on va dire, grosso modo, il y a 50 ans. Cette ligne de descente, c'est la diminution, disons, si en 1970, l'ensemble
des êtres vivants sur Terre, qui ne sont pas tous connus, pas tous catalogués, pas tous, il n'existe pas une taxonomie pour tout ce qu'il y a sur Terre parce qu'on ne connaît pas tout. Mais disons, si l'ensemble du vivant, il y avait eu une valeur de 1, en ce moment, on a perdu 68% de la diversité biologique. Donc, on est dans une pente extrêmement dangereuse de perte de la biodiversité. Les changements climatiques aggravent cette situation-là et la perte de biodiversité permet au changement climatique de s'accélérer. Donc, quand on parle des différents modes de dégradation, des différentes pressions qu'on exerce sur l'environnement, on peut penser principalement à 5 choses. Le changement d'affectation des sols, je vais le dire, pour le dire dans des termes très simples, raser une forêt pour construire un quartier, remblayer un marais pour construire une industrie, détruire les berges naturelles d'un fleuve pour construire un port. C'est le cas à Contrecoeur en ce moment. Ensuite, on peut parler de surexploitation. Probablement, l'exemple le plus clair, c'est la surpêche. On a vidé nos océans de nos vies. Les stocks de poissons sont dans une situation critique. Il y a une très mauvaise gestion de ce qu'on appelle les biens communs. Il faut dire que les pays ont des zones d'exclusion économique, jusqu'à 300 000 des côtes. Le reste, donc la plus grande partie des océans, c'est des zones internationales. Il y a des traités de pêche, mais c'est extrêmement difficile d'exercer une surveillance sur les volumes qui sont pêchés. Donc la surpêche dans les dernières 50 années, il a produit un effondrement de ces stocks de poissons. Ensuite, il y a les changements climatiques. Le changement climatique amène un lot de problèmes. Il peut augmenter le taux de mortalité de certaines espèces indigènes. Il peut augmenter la migration des espèces envahissantes. Ça change le taux d'humidité des sols, les cycles hydrologiques du sol. Donc la nature n'a pas la capacité de s'adapter tellement vite à des changements tellement abrupts et il y a une perte de biodiversité et un changement au niveau de la qualité. Ensuite, il y a la contamination, ça c'est évident. On en parle beaucoup ces jours-ci avec la fonderie Horn. On parle en première lieu des humains comme victimes, mais la pollution provoque énormément de victimes au niveau des choses qui bougent, mais aussi au niveau des choses qui sont invisibles. Pour vous donner un exemple, les apports massifs en pesticides dans les fleuves Saint-Laurent augmentent les taux d'hypoxie dans les fonds de l'eau, donc il y a de moins en moins d'oxygène dans les fonds et on commence à créer des zones sans vie, des zones inertes au fond du Saint-Laurent. Et ensuite, il y a les espèces envahissantes, mais on en connaît quelques-unes ici au Québec. On parle par exemple beaucoup de l'argile du frein, qui a obligé à abattre une énorme quantité d'arbres sur les espaces des municipalités. Quand le changement climatique se produit d'une façon accélérée et la dégradation du territoire se produit d'une façon accélérée, il y a des espèces qui n'arrivent pas à s'adapter. Il y a d'autres qui oui, il y a d'autres qui migrent, mais la plupart n'arrivent pas. Par exemple, une espèce, un exemple que tout le monde connaît, c'est les caribous forestiers au Québec, qui a été poussé au bord de l'extinction dans le sud du Québec par l'industrie forestière et la dégradation de la qualité de la forêt, mais aussi parce qu'on a donné, en créant des chemins forestiers, un avantage énorme aux prédateurs. Quand il y a des chemins forestiers, les loups et les ours et tous les prédateurs du caribou peuvent se déplacer beaucoup plus facilement et voir beaucoup plus loin. Donc les chances pour les petits caribous d'échapper à leurs prédateurs, et c'est très correct les prédateurs sont là, mais on a intervenu dans les jeux entre proie et prédateur et on a donné l'avantage aux prédateurs. Donc ça aussi, ça contribue, c'est une disruption causée par l'homme et ça contribue à l'effondrement des arbres de caribou. Donc, quand on intervient en nature, les conséquences sont souvent imprévisibles. Donc, ce graphique-là, il est juste pour illustrer peu d'efforts d'atténuation des changements climatiques. Ça accélère la perte de la biodiversité, ça change surtout au niveau de la forêt et des milieux humides. Et ces infrastructures-là sont capables de capter moins de dioxyde de carbone en retour. Donc, on voit les cercles vicieux qui s'enclenchent. Plus on fait des efforts d'atténuation des changements climatiques, mieux on gère la forêt, mieux on la laisse aller de ses forces naturelles, plus on peut préserver une grande diversité d'espèces
et plus on est capable d'aller capter et stocker du carbone à long terme. Un cas emblématique, peut-être vous le reconnaissez, c'est la rainette faugrillon qu'on essaie de protéger dans les sud du Québec. Mais elle habite dans des marais autour de Montréal. Les marais, ce sont des réservoirs de carbone assez importants, un peu comme les tourbières, mais les tourbières sont encore beaucoup plus, non? Donc parfois on se demande, et on entend dans la campagne électorale qu'on est en train de vivre ces jours-ci, mais pourquoi tant d'efforts? On me dit, c'est juste une grenouille, c'est juste une grenouille. Il y a des candidats qui ont dit, mais c'est juste une grenouille. Mais cette grenouille-là, c'est une espèce témoin, une espèce qui explique très bien la dégradation et la pression à laquelle sont soumis nos milieux naturels autour des grandes villes. La pression sur l'habitat de la rainette faugrillon est due principalement à la construction de nouveaux quartiers résidentiels à Longueuil et à la Prairie et à la construction des infrastructures qui viennent avec ces quartiers résidentiels. Donc, quand on détruit la rainette, ce n'est pas seulement la rainette qu'on détruit, on détruit des grands puits de carbone et des systèmes de filtration d'eau, des systèmes de rétention d'eau, et on perd nous-mêmes énormément en qualité de vie et en capacité d'adaptation face au changement climatique. Donc, ce n'est pas juste une rainette. Regardez ce qui se passe quand on détruit l'habitat de la rainette, ça donne ça. Ça, c'est des quartiers construits au nord de Gatineau, sur des milieux semi-humides. On rase la forêt, on remblait, on élève le niveau du sol pour construire des maisons de plus. Elle est noire, donc on ne pourrait pas capter plus de chaleur que ça. Ils vont avoir besoin de beaucoup de climatisation. Mais c'est ce que je voulais vous signaler avec ça. C'est de quoi ça a l'air la destruction d'un milieu. Ce n'est pas qu'on va vivre en nature, on détruit la nature et on crée une simulation de nature autour de nous pour dire qu'on vit en nature, mais ce n'est vraiment pas ça la nature. On vient de détruire quelque chose de très important. Et le problème, c'est ce qui permet ça, c'est qu'au Québec, détruire, c'est possible moyennant une pénalité. Il existe une loi sur la protection des milieux hydriques et humides, et cette loi-là établit une séquence. Et éviter, donc on ne fait rien, minimiser, donc on essaye de faire le moins mal possible, ou compenser. Le problème, c'est que dans la logique de la compensation, si on démontre mais où on veut absolument, où c'est très profitable, où c'est une très bonne idée de construire sur l'habitat de la rainette faugrillon, ben à la limite, la loi permettrait de le faire moyennant une pénalité. Par exemple, le gouvernement du Québec, entre 2017 et 2020, ça c'est un article du Devoir de 2020, est allé chercher 47 millions de dollars en compensation pour la destruction des milieux humides. Supposément, cet argent-là va servir à restaurer des milieux humides ailleurs. Mais ce n'est pas la même chose restaurer que de ne pas toucher. La valeur, la fonction écologique d'un milieu intact est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus importante que celle d'un milieu restauré. Donc, en principe, on ne doit pas toucher. Mais ces milieux naturels-là, puis on l'a appris à la dure avec la pandémie, sont très importants aussi au niveau de la santé mentale et de la santé physique. On étouffait, on avait vraiment besoin des espaces ouverts, des natures. Puis une des seules choses qu'on pouvait faire à moindre risque, surtout au début de la pandémie, c'était d'aller dans des parcs, s'éloigner des gens, mais était dans des grands espaces de la nature. Donc si on mesure aussi la valeur culturelle, récréative et en termes de santé physique et mentale, ces espaces-là ont aussi une valeur énorme directement pour nous et pas seulement pour la nature. Je fais une petite parenthèse, l'organisation pour laquelle je travaille fait à tous les jours d'action de grâce, à tous les centres des activités dans les parcs nationaux de la CEPAC, dans laquelle on propose un parcours de jeux pour se reconnecter à la nature. Par exemple, la photo que vous voyez là, c'est une transfusion de nature. C'est une espèce de sirop vert qu'on vous injecte. Vous n'êtes pas vraiment injecté, mais les gens se prennent en photo et une espèce d'infirmière leur dit mais vous savez quand même reçu votre transfusion nature. Il y a aussi des cours de lenteur, voir qui est capable de transcourir 20 mètres le plus lentement possible au lieu d'être pressé. Les gens s'amusent avec ça. On va être au Mont Orford la fin de semaine du 9 octobre, donc le dimanche qui suit les jours d'action de grâce. Cela dit, comment est-ce qu'on ramène la nature en ville? Et on en a besoin. Une des principales choses qu'on peut faire, c'est penser différemment. Donc, beaucoup de services que la ville nous fournit avec de l'infrastructure grise, ben, on pourrait penser à les fournir avec des infrastructures vertes. Par exemple,
tout ce qui est la gestion des eaux de pluie est souvent fait avec ou ça a été fait dans les dernières 100 ans, en bétonisant, en mettant des surfaces qui sont imperméables pour capter l'eau puis la faire aller tout au même endroit. Mais ça, il y a plusieurs problèmes. Mais le plus évident, c'est que ça ne suffit pas, surtout pas en contexte de changement climatique. Parfois, on a des épisodes de pluie violents, comme il y a 10 jours à Montréal. Ça, sinon, ça rentre dans notre sous-sol, ça coûte une fortune à l'État, ça coûte une fortune aux compagnies d'assurance qui, parfois, si elles ne sont pas réassurées, se retrouvent au bord de la faillite. C'est un dérangement majeur dans la vie d'une personne qui de voir sa maison inondée. Et donc, on commence à penser différemment. Il y a une science qui s'appelle la phytotechnologie, c'est l'utilisation des plantes pour régler des problèmes au niveau de la génie civile. Et il commence à avoir des expériences très intéressantes dans des villes un peu partout autour du monde, dans lesquelles on déminéralise et on met davantage de végétation, on crée des bassins de rétention, on crée des systèmes de filtration. Il y a les bénéfices sont évidents, vous pouvez les voir. Il y a la lutte au silo de chaleur, ça aide. La capacité d'absorption des sols, ça aide. La pression sur les infrastructures municipales grises, donc sur la canalisation, ça diminue. L'indice de canopée global augmente, donc la qualité de l'air s'améliore. Les possibilités récréatives sont plus intéressantes. Donc, un peu partout au Japon, en Chine, en Allemagne, et peut-être à un moment donné ici, on commence à concevoir la ville comme des villes éponges, donc des villes qui sont capables de gérer des épisodes de pluie et de chaleur extrêmes en l'absorbant et en répartissant ces effets. C'est très intéressant parce que c'est une solution basée sur la nature. Et en fait, ma conférence d'aujourd'hui parle de comment s'attaquer un peu en même temps et à l'effondrement de la biodiversité et à la crise climatique avec pas de la technologie nouvelle, mais d'une technologie qui est vraiment éprouvée. C'est la nature elle-même et qui est extrêmement complexe. Cette photo-là, c'est une ville à Nancy. Je ne me souviens pas, parce que j'avais consulté 3 sources. J'avais consulté, il y a une ville éponge en Allemagne qui est très bonne. Il y a une partie de Singapour qui fonctionne comme ville éponge. Et il y a des villes au sud de la Chine qui ont déployé le même type d'infrastructure. Et maintenant, certaines parties de Bogota présentent aussi des indices de végétalisation extrême. Mais celle-là, je ne me souviens pas de la source. Pardon, c'est ça. Dans des infrastructures naturelles qui contiennent énormément de carbone à l'extérieur des villes, probablement un des exemples dont on parle le moins, on parle beaucoup de nos forêts et des milieux humides, mais on parle très peu de tourbières, qui sont parfois les deux. Ce sont des milieux humides, et quand ils présentent des arbres, on parle des tourbières forestées. Les tourbières sont des puits de carbone extrêmement riches parce qu'ils contiennent, pour le dire de façon très simple, de la pourriture de matières organiques accumulées pendant des centaines de milliers d'années. Détruire des tourbières pour avancer, que ce soit de les drainer pour l'horticulture ou pour des projets miniers ou pour des projets résidentiels ou tout type d'assèchement, de détérioration d'une tourbière, c'est comme activer un bombe à retardement. D'abord parce que ce carbone-là, en asséchant la tourbière, y est libéré dans l'environnement, dans l'atmosphère. Et ensuite parce qu'on parle d'un processus qui a pris des centaines de milliers d'années à avoir lieu et qui nous est extrêmement utile un peu comme bouée de sauvetage face au changement climatique. Donc si on doit faire quelque chose avec les tourbières, et on en a beaucoup au Québec, c'est ne pas toucher ou restaurer si on a détérioré. Il y a des exemples de restauration de tourbières très intéressants à Kakuna, exactement là où on a arrêté un port d'exportation d'énergie fossile qui aurait été extrêmement destructeur pour l'environnement. Mais il y a des exemples de restauration de tourbières réussies, des tourbières qui avaient été drainées et dans lesquelles on avait extrait de la tourbe pour du jardinage. Donc, j'ai dit, la question, je l'ai déjà répondu, quelle solution nous permet d'aborder les deux crises en même temps? On commence de plus en plus à parler de solutions fondées sur la nature ou basées sur la nature. On dit que les solutions sont dans la nature.
mon organisation avec une autre qui s'appelle Nature Québec, on travaille dans un projet pilote dans 10 municipalités du Québec dans lesquelles on essaye de tester c'est quoi la contribution maximale de ces solutions-là, qui passent surtout par des infrastructures vertes, dans la lutte au changement climatique. Comment est-ce qu'on définit une solution basée sur la nature? C'est une solution qui se sert de la nature pour résoudre à la fois un problème environnemental et un problème social. Par exemple, les îlots de chaleur, quand on augmente la canopée urbaine, on se sert de la nature pour lutter contre l'îlot de chaleur, mais on peut dire aussi qu'on améliore, par exemple, l'intégration des gens. Souvent, les quartiers défavorisés sont les quartiers qui présentent la moindre qualité de vie parce qu'ils sont les taux de canopée les plus bas. On ajoute de la valeur à la ville au niveau économique parce que ça crée des espaces récréatifs qui sont plus intéressants, donc plus de circulation dans la rue. Et ça augmente aussi, on peut voir comme co-bénéfice aussi la diminution des épisodes de chaleur extrême qui a une incidence directe sur les maladies cardiovasculaires, respiratoires, etc. Donc, une pression qui diminue sur les systèmes de santé publique qui, disons, qui est payé par nous tous. Donc, des principes essentiels. Les solutions sur la nature doivent répondre à plus qu'un problème à la fois. On ne peut pas répondre juste au problème environnemental. Et ça, c'est une définition de l'Union internationale pour la conservation de la nature à laquelle on veut adhérer. C'est toujours plus intéressant d'aller résoudre un problème environnemental et social, environnement économique, que résoudre juste le problème environnemental. Ensuite, elles ne sont d'aucune manière un substitut à la diminution et à l'arrêt très proche de la consommation d'énergie fossile. Sont une contribution supplémentaire. Donc, on travaille dans une optique d'additionnalité. Donc, on arrête la consommation d'énergie fossile. Est-ce que ça suffit à garder la bonne trajectoire pour limiter la hausse de température moyenne à 1,5 degré au niveau planétaire? Peut-être non. La nature, on dit qu'elle peut fournir jusqu'à un tiers de l'effort que le GIEC nous demande à un horizon 2030. Mais que ça soit clair, les autres 2 tiers viennent de la diminution de la consommation d'énergie fossile et de l'efficacité énergétique. Donc, ce n'est pas vrai qu'on peut juste se concentrer sur la nature et dire c'est notre façon d'aborder la crise climatique si on continue à consommer des énergies fossiles. Ben, ça, c'est un peu petit peut-être pour vous de lire, mais on dit que la nature réduit l'ampleur de la crise climatique en séquestrant davantage de carbone dans la biomasse, ce qui diminue la concentration d'émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. La nature nous protège des risques en créant des barrières contre les tempêtes et en stabilisant les sols. On n'a pas besoin de parler de ça. On a un ouragan et on a eu un épisode de pluie extrême il y a 10 jours à Montréal. C'est clair que là où les infrastructures naturelles sont en meilleur état, les possibilités de mieux s'étirer des événements climatiques extrêmes est plus élevée. Et la nature nous maintient en bonne santé et nous fournit des services essentiels comme la filtration d'eau et la purification de l'air. Ça, c'est la possibilité qu'ont les solutions fondées sur la nature de réduire les émissions de gaz du Canada à un horizon 2030. À ce moment, grosso modo, le Canada émet par année 735 mégatonnes de dioxyde de carbone. Les solutions fondées pour la nature, si elles s'étaient développées à 100%, si toutes les options qu'on a, afforestation, meilleure gestion des milieux humides, augmentation de la canopée urbaine, implantation des haies brise-vent, implantation des cultures intercalaires, culture de couverture, afforestation des coulées agricoles, élargissement des bandes riveraines, utilisation de biochars, si on déployait l'ensemble des solutions basées sur la nature, ça c'est le maximum qu'on peut aller chercher. Bien sûr, il faut être très méfiant par rapport à ces chiffres-là, parce qu'on n'arriverait probablement jamais à déployer à 100%. Mais au Canada, parce qu'on est un pays avec des énormes forêts qui agissent déjà comme des grands puits de carbone, la contribution supplémentaire qu'on peut aller à chercher avec les solutions basées sur la nature, c'est à peu près 11% des niveaux des émissions actuelles. Donc on dit qu'au Canada, les solutions fondées sur la nature peuvent fournir 11% de la solution ou de la cible que le GIEC nous demande à l'horizon 2030. Au niveau mondial, c'est les chiffres les plus intéressants parce qu'il y a des interventions qui ont un meilleur potentiel
dans les régions tropicales et subtropicales, surtout au niveau de la protection des forêts. On dit qu'au niveau mondial, c'est un tiers qu'on peut aller chercher. Au Canada, c'est un peu moins parce qu'on est déjà un pays extrêmement forestier. Donc, dans ces 11% qu'on peut aller chercher, dans les totales de réduction qu'on peut aller chercher, la protection des milieux naturels fournit grosso modo 38% du potentiel d'atténuation. Les bonnes pratiques d'aménagement fournissent à peu près 57% et la restauration des milieux perturbés fournit à peu près 5%. Pourquoi ça est important? Souvent, dans les efforts de communication des corporations, on va nous vendre l'idée qu'en faisant de la reforestation ou de la plantation d'arbres, on est en train de contribuer à la lutte au changement climatique. C'est vrai, mais c'est une vérité petite comme ça. Disons, c'est une vérité à 5%. La meilleure façon de lutter contre le changement climatique, c'est de ne pas détruire, pas d'aller replanter ce qui a été détruit, c'est de ne pas toucher. Et quand on doit absolument toucher, parce que bon, on est ici à Ecosphère, on est, j'imagine, pour la plupart des gens qui ont des préoccupations environnementales très fortes, on croit par exemple à la construction en bois plutôt qu'en béton. Les bois émettent infiniment moins de CO2 que les bétons, mais quand on doit aller extraire du bois et transformer du bois, mais là, c'est très intéressant, on voit que le gain est important au niveau de la gestion. C'est quoi le cycle idéal d'intensité forestière? Est-ce que c'est une coupe à blanc, puis attend 5 ans, 60 ans que la forêt se régénère, ou est-ce que ce sont des coupes progressives à un niveau d'intensité beaucoup plus bas? Mais évidemment, la réponse, vous la savez, c'est des coupes progressives à un niveau beaucoup plus bas plutôt que la coupe à blanc, pour une foule de raisons. Aussi en passant par la biodiversité, la beauté du paysage, etc. Donc, je vous invite à être un peu méfiant quand on parle de restauration. C'est très important. Parfois, c'est très important en milieu urbain. Ça fournit un paysage plus beau. C'est inspirant de voir qu'un terrain industriel a pu être décontaminé, afforesté. Mais au niveau de la lutte au changement climatique, l'effet d'aller replanter des arbres dans un parc comparé au fait de protéger des grands pans de la forêt boréale, mais ça ne tient pas la comparaison. C'est plus important, ou ça donne beaucoup plus d'aller protéger la forêt boréale. Donc, les solutions nature appliquées au climat. Première famille de solutions, on est bien dans le temps. Les forêts. Comme je vous disais, c'est une question de vitesse et d'intensité. Dans le sud du Québec, on est très majoritairement dans une zone de forêts aménagées. Donc, ce sont des forêts qui ont déjà été exploitées, qui ont été replantées. Parfois, on a l'impression d'être devant une forêt naturelle, mais ce sont des replantations d'épinettes blanches ou des sapins baumiers qui ont été faits il y a 30, 40, 50 ans, qui sont arrivés à maturité. C'est là pour dire qu'il y a une dégradation de la forêt qui est déjà en place. C'est plus intéressant d'exploiter d'une façon très douce nos forêts au sud du Québec que de continuer d'avancer avec les bulldozers et les abatteuses industrielles vers la limite des forêts exploitables au 49e parallèle. Donc, une bonne partie des solutions nature pour le climat vont passer par une diversification lors des activités de sylviculture, donc en planter plus variées, planter des espèces qui ont peut-être une meilleure chance de survivre aux augmentations de température. En tout cas, dans la variété, on répartit les risques. Si on fait une monoculture d'épinettes blanches, puis il y a une espèce envahissante qui s'attaque aux épinettes blanches qui arrivent, on a un gros problème et pour les épinettes et pour l'approvisionnement de bois en construction. Si on plante 5 espèces mélangées, peut-être qu'il y a une espèce envahissante qui va s'attaquer à l'épinette blanche, mais on a encore 4 autres espèces qui séquestrent de carbone, qui maintiennent l'humidité du sol et qui vont fournir à terme du bois pour la construction. Donc il faut répartir le risque. Ensuite, c'est une question d'intensité forestière. Et finalement, c'est aussi une question de considération envers la biodiversité. On doit exploiter la forêt d'une façon à ce qu'elle soit capable d'entretenir la plus riche biodiversité possible, même étant en exploitation. Donc, on commence à regarder plusieurs types de solutions et même la fragmentation de l'eau forestier. Parfois, il y a des gens qui disent « je ne suis pas prêt à aller en conservation, moi j'aime ça exploiter ma forêt ». Mais parfois, on peut diviser en l'eau forestier des 100 acres et dire « je vais mettre entière en conservation ». Un tiers, je vais faire une exploitation plus douce et dans l'autre tiers, je vais aller dans une exploitation traditionnelle, plus commerciale. Mais
on a quand même gagné 2/3. Et c'est très important, les efforts de créer des éco-corridors dans le sud du Québec et les efforts de protéger les forêts qui sont les plus riches en carbone, ça contribue et à la biodiversité et à notre qualité de vie et au marché futur du bois et à la biodiversité. Ensuite, il y a la question des GS dans les fermes. Ben, les fermes sont des grands émetteurs de GS en général. Il y a énormément d'efforts aux côtés de la technologie qui sont déployés en ce moment. Ben, l'effet, par exemple, de passer du courant triphasé dans les rangs de la Montérégie, ça aide beaucoup. Il y a des processus qui sont faits en brûlant de l'essence qui, à un horizon de 10 ans, pourront être faits avec des moteurs qui sont entièrement électriques. Il y a des changements au niveau de la perturbation du sol. On fait de moins en moins de travail de labourage et on pratique de plus en plus l'ensemencement direct. En remuant le sol, on libère des quantités énormes de carbone. Donc, c'est plus intéressant au niveau technologique. Mais aussi au niveau de la nature, on commence à voir de plus en plus souvent, par exemple, des cultures de couverture. Ça veut dire planter un type d'herbacée après la récolte commerciale qu'on va laisser mourir avec le gel et dont la matière organique va se décomposer et va s'ajouter à la couche de humus. Ça permet de capter du carbone qui va rester dans la terre. Même chose pour les biochars, c'est un type de nutriments, de fertilisants qu'on peut utiliser qui est issu des résidus forestiers qui ont été soumis à un processus de combustion pyrolytique. Donc ça veut dire une combustion qui n'est pas une combustion, c'est une chaleur extrême, mais dans laquelle il n'y a pas de la combustion parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Et on peut créer des granules qui contiennent du carbone et qu'on va ajouter au sol. Donc, il y a un ajout de carbone dans le sol au lieu d'avoir une perte. Mais on peut aussi penser et on voit ça beaucoup en Europe, et ça commence un peu ici dans le sud du Québec, à l'implantation des hébris-vents, mais en grand nombre. Ça freine les vents à un moment où les couverts de neige diminuent d'hiver en hiver. Ça permet de maintenir une couche de neige un peu plus épaisse qui est nécessaire à certains processus en agriculture. Ça capte évidemment du carbone dans la croissance de la matière ligneuse de ces intercalaires. On peut penser aux coulées agricoles, on peut penser à l'élargissement des bandes riveraines, parfois même en production, parce qu'on peut afforester une bande riveraine avec des arbres fruitiers, ce qui permet de diversifier la production d'une ferme. Et ensuite, finalement, la restauration. Il y a des cas où c'est intéressant quand même, peut-être pas dans l'optique de la captation de carbone, mais dans une optique de justice sociale. Par exemple, dans l'est de Montréal, il y a une énorme île qui s'appelle l'île Sainte-Thérèse, qui est au milieu du fleuve. Techniquement, ça appartient à la ville de Varennes, mais elle est collée à Montréal. Un jet de pierre, là, dans un traversier, dans un ponton, c'est 3 minutes. Ce sont des terres agricoles. Il y a certains qui sont encore en production, il y a d'autres qui sont en friche, qui ont été partiellement réhabilités par Canard Illimité Canada. Mais là, par exemple, on mène un projet de réforestation, parce qu'il y a eu des forêts là au moment de l'arrivée des colons. Et dans une optique de captation de carbone, d'amélioration de la santé des sols, on fait des plantations avec des espèces très diversifiées, aussi pour favoriser l'établissement d'une biodiversité plus riche. Donc voilà, c'est ce que je voulais illustrer avec ça, c'est la capacité de la nature pour résoudre des problèmes qu'on n'est pas obligé de résoudre avec la génie civile ou les infrastructures grises. Il y a une opportunité de se servir de la nature à un coût parfois moindre et qui génère un ensemble de bénéfices qui ne sont absolument pas négligeables. Je vous laisse regarder une petite vidéo qui montre un peu ce qu'on fait dans cette partie.
Donc voilà, merci infiniment de m'avoir écouté. J'ai 2 minutes si vous avez une question ou deux, ponctuelles. Oui. Oui, absolument. Oui, oui. Vous me donnez votre adresse courriel, je vous la partage. Oui, ça me fera plaisir. En fait, on est là pour que ça soit connu du plus grand nombre. Oui. Oui, d'autres. Deux formulations dans votre conférence. Deux formulations. Il y en a une qui dit il faut s'adapter à la crise climatique. Et puis, 30 secondes après, c'est il faut s'attaquer à la crise climatique. Alors, laquelle des solutions privilégiez-vous? Ben, pour s'adapter, on n'a pas le choix. Pour s'attaquer, c'est un acte de volonté. Moi, j'ai choisi de m'attaquer à la crise climatique, mais probablement, je n'aurais pas le choix de m'adapter, parce que la crise climatique est déjà là. Mais oui. Ben, merci infiniment. J'ai une Merci dernière beaucoup. question. Oui. Concernant le plan du gouvernement fédéral de planter 2 milliards d'arbres, Oui. est-ce que ça avance? Est-ce que vous contribuez à ce Oui, projet-là? oui, ben, le projet de l'île Sainte-Thérèse est en partie financé par le programme de 2 milliards d'arbres du gouvernement fédéral. Et comme je vous disais, et ça va de mon opinion personnelle, c'est bon pour la biodiversité autour des villes. La plantation massive d'arbres, ça peut créer des espaces intéressants. Le cas de l'île Sainte-Thérèse est clair, mais j'insiste, la meilleure arme qu'on a dans la lutte au changement climatique, c'est de ne pas brûler des énergies fossiles et de ne pas détruire nos puits de carbone. Mais c'est mon opinion personnelle. Excusez. On a ici à Magog un gros dilemme. Il y a un projet de construction de tours d'habitation de 6 condos. Puis là, il y en a combien, non? 16. Ouais, 16 bâtiments de 6 condos. Bon, il y a la crise du logement. Ils sont vraiment à proximité du centre-ville, donc ça répond à la densité urbaine qui est nécessaire pour pas qu'on s'éparpille encore plus loin puis qu'on aille couper des forêts plus loin, mais ça demande à ce qu'on coupe une forêt ici près de la rivière, en plus. Là, le propriétaire a accepté de laisser toute la bande riveraine, plus la piste cyclable, plus un autre 10 mètres, c'est bien ça? L'autre option, ça serait de les construire où? Ben, c'est de construire plus loin, dans le fond. Oui, ben, plus loin, c'est-à-dire. Ce que les citoyens demandent, c'est que ce soit 50 mètres de bande riveraine plutôt que 10-20 mètres. Ouais. Est-ce qu'il y a une crise de logement ici? Oui. Ouais. Ouais. C'est extrêmement difficile la question parce que imaginez s'ils vont plus loin. Là, ils prennent leur voiture. Puis, les émissions de GS associées, ben, à un moment, on se dit il y aura du transport en commun, le transport sera actif ou électrique à la limite. Mais du départ, les émissions de GS vont être très élevées de déplacer les projets. Et s'il doit se construire sur un autre milieu naturel, on n'est pas gagnant. On a sauvé un milieu naturel, mais pas l'autre. L'idée d'élargir la distance de l'eau, ça me semble prudent même. Ça me semble une bonne idée. Est-ce que c'est impossible d'ajouter un étage pour permettre de se retirer, de s'éloigner de l'eau sans perdre des unités de logement? Là, ça doit être le règlement municipal qui empêche d'aller plus haut. Parce que je comprends aussi que c'est du logement social. Non. Ah!
Ah non, je tenais pour acquis que c'était du logement social, puis ben, dans une optique de justice sociale, il fallait faire une place au centre-ville. Euh, Mais là, franchement, construisez-moi un plus petit, puis il y aura... On le sait pas, là. Oui, mais quand tu dis ça va être des gens peut-être de l'extérieur de Magog, on le sait pas, là. Ouais. Mais juste les pressions que les groupes ont fait ont vraiment créé des gains dans la distance et tout ça. Donc, Ça, c'est un bon point. continuons les pressions. Vous allez gagner 5 mètres à la fois. Quand le projet sera finalement approuvé, la distance du fleuve, au lieu d'être, peut-être sera pas 50, mais elle va être 30. Allez-y, insistez. Améliorer le projet, mais je ne comprends pas. Je pense que c'est du logement social. Est-ce que c'est à tout le monde du logement pour des gens qui vont habiter en permanence à Magog ou c'est pour... Ben là, c'est pas clair, je pense. Parce que là, disons, mais là, dans une optique de justice sociale, il Ouais. faut priorité à ceux qui habitent, puis priorité au logement social. Le logement touristique, c'est la dernière des priorités. Moi, Bon, je en propose tout cas, tu sais, on est loin de l'environnement là, mais Ouais. bon. Je propose qu'il y ait un projet de corridor, Ouais. justement pour la faune et la flore. Puis on a corridor appalachien ici qui pourrait aider. Mhm. là. Ils Mais- sont très bons en conservation. Oui, parce que, comme elle dit, il y a des zones humides qui sont vraiment tout près, puis il y a de la belle biodiversité là-dedans. Là, fait que, Ouais. il Va falloir construire moins de pieds carrés, un c'est tout. petit peu à la fois. Ouais, ouais. Mais le temps file. Plus petit, plus loin de l'eau. Ouais. Ouais. Ben, merci infiniment. Merci à toi.